bonsoir tout le monde. Alors attendez, je vais augmenter un petit peu mon son. Voilà. Alors vraiment, tu es le gardien du son, Luc. Tu es le gardien du son. Je peux me fier à toi, mais je te remercie. Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette partie des FAQ, deuxième live. Ce soir, comme pour les fois précédentes et les lives précédents au fur et à mesure des ans, vous connaissez la musique, vous pouvez me poser des questions dans le chat et j'y répondrai. On ne m'a pas laissé en reste de questions. Il se trouve que Luc m'a envoyé 2 emails pour me rendre compte d'une conversation qu'il a eue avec des collègues de travail, ou plutôt des élèves avec qui il est. C'est une conversation qu'il a eue avec d'autres personnes de l'endroit où il étudie. Et suite à cela, il m'a posé 2 questions. Bon, j'ai suivi la conversation, on voyait bien qu'il y avait une personne qui était particulièrement remontée et les autres, bon, voilà, tranquille. Bon, tu m'as axé 2 grosses questions, duquel découlaient toutes sortes de petits éléments. La première de ces questions, c'est faut-il à tout prix changer le sexe des icônes de cinéma? Et la deuxième question, quelle différence au scénario cela apporte-t-il de changer de sexe les personnages? On va peut-être commencer par cette question du James Bond, parce que c'est quelque chose qui vous a... qui a été un peu le fil d'Ariane, hein, pour le coup, dans votre conversation. L'idée que, voilà, on aurait une actrice qui joue dans le prochain James Bond, Mourir peut attendre, qui, d'après des sources obscures, plus ou moins officialisées, c'est un peu nébuleux tout ça, hein, que ce serait la prochaine James Bond. Alors, James Bond ne va jamais être au féminin. C'est une agente féminine du MI6 qui va peut-être recevoir la dénomination 007, tout comme il y a eu un 006, 008, 003, etc. 006, c'est Alec dans GoldenEye, qu'on a des agents avant et après James Bond. Donc c'est peut-être ce qu'il souhaite envisager, ce qu'il souhaite expérimenter, une dénomination de 007 pour un personnage. Ce n'est pas aussi dramatique, oh là là c'est James Bond, non, elle va pas s'appeler James Bond, c'est ridicule. Comme pour tout, hein, on peut se gargariser que voilà, James Bond va être au féminin ou je sais trop quoi, c'est le box-office qui décidera, hein, c'est le box-office qui nous donnera raison de nous en faire ou pas. La femme, elle va pas dire je suis James Bond, c'est ridicule, hein. Mais bon, quand on voit les différents résultats de certains films qui ont voulu changer de sexe, un casting ou une idée de scénario qui était à la base très masculin, je prends des exemples qui sont assez faciles, hein, j'en m'excuse, mais bon, faut clairement dire ce qui était, Ghostbusters ou Ocean's 8, ou Ocean's je sais plus trop combien, avec un casting de femmes, c'est pas des films qui ont des masses marché, hein, et c'est pas des films qui vont rester aussi... dans les annales, hein. C'est pas des films, c'est des films qui sont pas chers pour les télévisions actuellement, des trucs comme ça, parce que ça a pas fait un carton en fait. C'est pas prestigieux. J'ai vu le Ghostbusters, c'est inintéressant, ça se regarde et ça s'oublie. Et Ocean's 8, je ne l'ai pas vu. Enfin, Ocean's 8, c'est peut-être pas Ocean's 8, je sais plus comment, quel numéro c'est, mais le Ocean's avec des femmes, voilà, je ne l'ai pas vu. Mais bon, tu vois la bande-annonce, t'as l'impression d'avoir déjà vu le film, quoi. C'est ces 2 exemples qui me sont venus en tête, il doit y en avoir d'autres, mais ils ne me viennent pas comme ça. Gwendal disait à ce propos, vis-à-vis, je crois que c'était justement vis-à-vis de James Bond, voilà, elle va pas se nommer James Bond, et je suis aussi d'accord avec Luna quand elle disait que ce serait mieux d'écrire de nouvelles histoires avec des personnages minorés, centraux, plutôt que de modifier des anciens. Voilà, ça j'étais d'accord avec cette idée-là. Bah, après il faut être... un peu forcer la création de ces choses-là, mais ça peut se créer en fait. Après, il faut aussi créer ces personnages minorés, il faut créer, il faut que les scénaristes s'y mettent, et si les scénaristes sont des mecs masculins qui veulent faire des films avec des explosions, ou que les studios leur demandent de faire tel ou tel type de film, ils feront tel ou tel type de film, parce que c'est une industrie. Est-ce que c'est sexy de montrer des handicapés? Non. Est-ce que c'est sexy de montrer des gens avec des maladies mentales? Non. Est-ce que c'est sexy de montrer des films avec des noirs? Dans certains pays, oui. Dans certains pays, non. Hein. Au Japon, ça marchera jamais, des trucs comme ça. Hein. Là, je sais plus comment ça s'appelait. Il y avait un film cette année, je crois, où
Queen et quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un couple black qui partait en espèce de road trip et ça se passait mal, je sais plus. J'avais vu l'affiche avec, je crois, l'acteur de Get Out. Avec une femme, une très jolie femme, Queen Manslin, merci Arthur, merci. Bah là, c'est typiquement ça. Va le montrer au Japon, ça marchera jamais. Voilà, ou en Chine, ce truc ne marchera jamais. Donc bon, c'est encore une fois, c'est des films créés pour des minorités. Ça marche dans des pays comme la France. Bon, après, je sais pas si ça a bien marché en France, mais ça a le potentiel de marcher dans des pays, voilà, où on est quand même assez ouvert sur les couleurs de peau et tout ça. Alors sur d'autres pays, ça marchera jamais, jamais. Donc bon, faire des films qui contentent tout le monde, ça n'existe pas. Donc du coup, essayer de se forcer pour créer US en Chine n'a pas marché, mais alors ça c'est une bonne question. Faut voir les chiffres, mais honnêtement, je pense que ça doit pas rapporter grand chose. Hein. À voir. Hein. Moi, je sais pas comment marchent les films américains en Corée, en Japon, en Chine, les films d'horreur notamment. Mais bon, généralement. C'est compliqué, quoi. Ils font des boycotts. Hein. Le gouvernement chinois peut boycotter les films pour faire passer justement ces films à la place. Ils n'ont aucun scrupule, étant donné que leur pays est tellement immense. Et puis leurs propres gros films d'action suffisent en fait au pays. Ils n'ont pas besoin des Américains. C'est maintenant les Américains qui essayent de gratter la Chine tellement leurs productions américaines sont lourdes et coûtent de plus en plus cher. Alors ils ont besoin de gratter au-delà de leur propre pays, quoi. Donc c'est assez minable hein, comme attitude, mais malheureusement c'est comme ça que ça tourne actuellement. Il y a les paramètres qui sont très extérieurs à la production du film qui amèneraient après à des scénarios qui sont cloisonnés en fait, et des scénarios dans lesquels tu n'auras pas forcément la liberté d'écrire comme tu le souhaites. Et puis n'oublions pas aussi qu'autant en France on a beaucoup de réalisateurs qui sont leurs propres scénaristes, donc s'il y a un réalisateur dont il y a un membre de la famille qui est handicapé, qui a envie de parler de cet handicap et qui fait un film sur un handicapé, il peut le tourner en fait, s'il a le budget ou tout ça, il peut le tourner tout de suite, alors que il y a un mec qui est scénariste, qui a une bonne idée, mais après il faut le vendre au producteur, et après que le producteur trouve un réalisateur, etc. Enfin, ça peut devenir très vite assez long en fait comme process. Oui, Mulan, on n'en parle même pas, quoi. C'est catastrophique. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de contextes extérieurs qui peuvent bloquer en fait à cette ouverture vers la création de scénarios, la création de films sur les minorités. Pour moi, notamment les productions. Les studios, même en France, hein. En France on fait des commandes, hein. À ce niveau-là, c'est le film social estampillé, quoi. Après, il semblerait que c'est pas forcément les jeunes qui monopolisent les salles en France. Il semblerait, d'après les statistiques. Donc ça peut peut-être marcher, hein. Mais dans d'autres pays, ça marchera peut-être pas. Et puis c'est une affaire de visibilité. Il y a des films avec des femmes en héros principal, il y a des films avec des handicapés, il y a des films avec des noirs, il y a des films avec n'importe quelle couleur. Ils sont pas forcément médiatisés, hein, donc il faut faire avec. Après, il y a Charlotte, toujours vis-à-vis de James Bond, qui dit James Bond est une icône de l'espion anglais, puissant, intelligent, à la sensibilité importante. Et elle dit pourquoi on pourrait pas transformer en féminin. Sauf qu'elle a juste oublié que c'est aussi un collectionneur de femmes, il est porté sur l'alcool, il a peu de considération pour le reste du monde, il est froid, plus ou moins sexiste en fonction des périodes. Bon, tout ça, c'est des paramètres qui sont quand même très 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 importants, et là, tout d'un coup, c'est compliqué de transformer ça pour une femme. Il faudrait faire l'inverse, du coup. Enfin, l'inverse. On peut la faire porter sur l'alcool, on pourrait imaginer que c'est une collectionneuse d'hommes, qu'elle a peu de considération pour le reste du monde, qu'elle est froide, qu'elle est plus ou moins sexiste en fonction des périodes. Bon, pour l'instant, il n'y aurait qu'une seule personne. Bon, c'est des paramètres qui peut la rendre très 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 austère. Hein. En plus, voilà, de proposer la nouveauté d'un nouveau corps pour incarner les personnages principaux de la série des 007. Donc, je sais pas si ce sera bien apprécié de faire une sorte de miroir en fait féminin de James Bond. Donc, ils vont peut-être trouver un autre paramètre avec un autre tempérament qui soit plus orienté sur notre monde actuel, parce que honnêtement une femme froide
Moi, je me souviens de Captain Marvel, ça donnait une belle daube le film, hein. En plus d'autres paramètres comme la direction artistique, les effets spéciaux, le scénario. Bon, Captain Marvel, c'est un peu à chier, hein. Oh là là, une femme héroïque, oh super, merci, au revoir. Inintéressant au possible. Et le film, il est moche, hein. Oh putain qu'il est moche, Captain Marvel, c'est une catastrophe. Donc bon, si c'est le sacrifice qu'il faut faire pour avoir une femme d'action dans un blockbuster, alors que ça a été fait avant, hein, je vous renvoie à Davis quand elle a joué dans L'île aux pirates ou Au revoir à jamais, je crois que c'est le titre. Tout ça, c'est très relatif et il en dépend encore une fois de la culture de la personne. J'ai pu voir régulièrement que Luc, tu tentais de répondre à Charlotte en citant des films qu'elle n'a pas vus. Donc là, bon, bien sûr, on ne peut pas avoir vu la flibustière des Antilles. Ça, je le comprends tout à fait. Moi, je pourrais remonter encore plus loin. Moi, j'ai vu un film incroyable sur... alors là, pour le coup, c'est la femme qui tient le chapeau, hein, les couilles et tout ce que tu veux. C'est Les Trois Lumières de Fritz Lang. Alors, Les Trois Lumières de Fritz Lang, ça, c'est un film incroyable. Moi, franchement, scénario incroyable de ouf. Alors, attention, c'est parti. Valérian en mode conteur. C'est l'histoire d'un couple. Alors c'est bien sûr, je dirais, au pif, un peu, voilà, style Moyen-Âge, je dirais. Je crois pas qu'on l'a spécifié dans le film, mais voilà, c'est au Moyen-Âge, plutôt Renaissance. Allez, on va être sympa, on va dire Renaissance, voilà. Tu as un couple qui arrive dans un village et à bord d'une calèche qu'il partage avec la mort, avec un personnage qui semble être la mort. Alors bon, ils sont pas très, voilà, ils le regardent un peu avec, de façon un peu apeurée, mais tout se passe bien. Ils rentrent dans leur chambre, ils sont très contents d'être ensemble parce qu'ils s'aiment beaucoup et tout ça. Et le lendemain, il y a la femme qui se réveille et son homme, il est plus là. Et elle comprend pas. Et elle le cherche partout, elle le trouve pas. Jusqu'à ce qu'elle trouve, justement, l'âme de son homme qui part comme ça, elle sait pas pourquoi, et qui s'enfonce en fait dans une espèce d'immense muraille qui est un peu la muraille qui sépare le monde des vivants et le monde des morts. Et elle, bien sûr, elle veut retrouver son mari, son chéri, son compagnon. Donc elle va demander à la mort de récupérer son mari. Et la mort, elle dit « Ah non, 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 mais ça se passe pas comme ça. Écoute, je veux bien, si tu arrives à sauver... l'une de ces trois vies représentées par trois bougies, donc les trois lumières. Et la mort va envoyer le personnage féminin dans trois époques différentes. Je crois qu'il y a un truc... attendez, c'est en Arabie, en Chine, et le troisième, je sais plus... Enfin, vraiment des époques incroyables, magiques, vraiment pour exalter l'aventure et l'exotisme. Et cette femme va essayer de retrouver cette personne à sauver, et à chaque fois, la mort va essayer de lui tendre des embuscades. Et donc, c'est un scénario fantastique d'aventure, Les Trois Lumières de Fritz Lang, avec un personnage principal qui est une femme et qui va essayer de tout faire pour récupérer son homme. C'est un film de 1921, donc Riefenstahl, on n'y était pas encore, Arthur. Et je pourrais citer aussi un autre film de Fritz Lang qu'il a fait en 1929, qui est Frau im Mond, La femme sur la lune, qui est un petit peu, pour vous donner vite l'idée, en fait, c'est littéralement le Tintin objectif lune et on a marché sur la lune, mais au féminin. C'est littéralement ça. Ça dure presque 3 heures, je crois. C'est super bien. Franchement, je croyais que j'allais me faire chier, mais en fait, sensationnel. Et surtout, je crois sensationnel avec la musique. La musique, elle a été pour moi vraiment vecteur d'émotion. Il y a un moment avec un piano, je sais pas quel compositeur c'était, mais enfin quelle composition, parce que vous savez, dans certains films muets, ils refont en fonction des éditions de DVD, Blu-ray et tout ça, ils refont les compositions musicales. Je crois que pour Nosferatu, il y a 4 ou 5 versions musicales différentes, c'est assez infernal. Il y a d'autres personnes qui sont autour d'elle, hein. Mais Frau im Mond, personnage principal, c'est une femme. La flibustière des Antilles, en effet, Luc, tu as bien fait de citer cet exemple parce que c'est un exemple frappant et avec de la femme forte, hein, qui ne se laisse pas faire, hein, pour le coup. Et il y a bien sûr, moi j'aime beaucoup ce film aussi de pirates, qui est L'île aux pirates. Alors, là c'est un peu plus récent, hein, mais on pourrait citer aussi par exemple le film Mort ou Vif. Maintenant, tu vois, on passe de grands genres de cinéma, voilà, le film de pirates ou le western avec Mort au Vif, avec Sharon Stone,
qui joue le personnage principal. Alors, elle doit partager l'affiche avec une sacrée galerie de masculins, hein, quand même, hein, avec Gene Hackman, DiCaprio, Russell Crowe. Mais c'est un personnage fort, c'est un personnage, quand même pour un film qui a reçu beaucoup d'argent, qui a reçu de la médiatisation, Sam Raimi à la réal, voilà, c'est pas un petit film. Donc en termes de personnages forts au cinéma, on en a eu. Hein, tous les films de Luc Besson comportent quand même généralement des personnages féminins qui sont assez forts. Après, plus ou moins bien écrits. Hein, j'ai vu Anna récemment, c'est une catastrophe. Le personnage principal, il est féminin. Lidou, Nikita, voilà, on a quand même des noms. On a des films récents où les femmes sont aux commandes, avec Proxima, avec Eva Green. On a eu, j'ai vu, je crois que c'était un film scandinave, Woman at War, avec une femme qui a dans la cinquantaine, qui déclare la guerre à l'industrie de l'aluminium en essayant de dégommer le réseau électrique avec un arc. Enfin, c'est assez génial. Mais après, voilà, c'est avec des chants qui arrivent au milieu de l'histoire. Ça fait un peu bizarre. Mais voilà, là, on a quelqu'un qui est vraiment vecteur de l'action. C'est elle qui fait avancer l'histoire. Islandais, écoute, si tu le dis, Arthur, je pourrais plus te dire l'origine, mais voilà, merci Souza. Le film est assez agréable. Encore une fois, on a des femmes fortes, mais encore une fois, c'est pas des films qui sont super médiatisés. Il faut aller les chercher. Alors bon, on peut parler d'autres films qui sont un peu plus m'as-tu vu, hein, genre les Birds of Prey, LOL, Red Sparrow, Captain Marvel, LOL. Encore plus LOL, hein, mais on peut après revenir sur des trucs un peu plus, je vais pas vous faire un listing, mais des trucs, les films de Satoshi Kon, voilà, là, tout d'un coup ça devient intéressant. Et quand elle dit justement, ta copine là, Charlotte, il y a pas de femmes à des postes clés, où il y en a eu avant, mais il y en a plus maintenant, enfin, se demander s'il y avait un jour, des femmes à des postes clés. Alors là, je suis désolé de contredire encore une fois, mais alors moi je suis pas spécialiste, moi je pourrais pas faire un listing, mais le listing il peut se trouver, il peut se chercher. Déjà, moi quand je parlais de Luc Besson avant, Sylvie Landra, c'est la monteuse et un monteur, le monteur d'un film, c'est quand même le responsable d'une des étapes les plus importantes de la création d'un film, donc c'est quand même une étape clé, donc c'est une personne clé. Sylvie Landra, c'est celle qui s'occupait de la quasi-totalité des montages de Luc Besson. C'est elle qui a monté le 5e élément. Et elle est encore en activité. Elle a fait récemment Le Lion avec Philippe Catherine et Danny Boone. Et c'est un film qui a eu du budget. Donc pour le coup, voilà, elle était encore sur un gros projet. Et c'est quelqu'un qui doit avoir une expérience incroyable. C'est quelqu'un qui a côtoyé un ami, parce qu'il est assistant monteur, donc au moment il l'a croisé, il a pu discuter avec elle, quoi. Super. Catherine Bigelow, réalisatrice. Formidable, c'est les films qu'elle a fait. Alors, pas tous, hein, moi j'ai pas aimé Near Dark, aux frontières de l'aube. Bon, ça c'est mon choix, mais j'ai beaucoup aimé Point Break, j'ai beaucoup aimé Détroit, des mineurs un petit peu moins, mais Détroit j'ai beaucoup aimé. C'est quelqu'un qui fait ses films de façon vraiment efficace. Zero Dark Thirty, c'est une femme qui le fait, c'est pas un homme, alors que ça aurait typiquement pu être un sujet d'homme. Hein. Kathleen Kennedy, productrice, extrêmement puissante, à un poste plus que clé en fait. Donc non, les personnages clés féminins, ça se trouve. Et pour revenir à l'idée de est-ce qu'avant il y avait quoi que ce soit pour le rôle des femmes, encore une fois, si elles ne le savaient pas, moi je le dis. Avant, le cinéma c'était une affaire de bobine, il n'y avait pas de son, donc on ne se posait pas la question du son. C'était des monteuses qui s'occupaient des montages des films, avant que le son entre en action et que là, les hommes ont commencé à rentrer dans le métier, parce que c'était tout d'un coup beaucoup plus technique. Les femmes qui, avant, je suis désolé de dire des banalités sexistes, hein, mais elles faisaient des tricots et elles faisaient de la cuisine. Et donc, il y avait une dextérité, comme quand tu fais de la cuisine, une dextérité des mains, une dextérité des doigts, une dextérité de manier toutes ces petites choses que sont les bobines de film, les images, littéralement, qui fait que, forcément, des ciseaux et du scotch, et c'est parti, quoi. À l'arrivée du son, les femmes étaient principalement les monteuses des films. Donc quand par exemple on parle de l'effet Kuleshov, l'effet Kuleshov a été probablement créé par une femme, pas par Kuleshov. Kuleshov qui a donné la théorie, mais si ça se trouve c'est une femme qui a fait les coupes.
qui a permis après de montrer techniquement, de même que quand vous voyez des films comme L'homme à la caméra, c'est Dziga Vertov, mais il y a aussi sa femme. Je ne sais plus comment elle s'appelle, elle doit avoir un nom bien russe que je ne souhaiterais pas écorcher, mais c'est aussi quelqu'un d'important. Qu'on voit d'ailleurs sa femme, je crois qu'on la voit carrément dans le film de Vertov. Hein. Et c'est quand on voit le film, les deux ont une vision incroyable, et je pense sa femme, alors je n'ai pas vu les autres films de Vertov, je crois pas. J'en ai peut-être vu un autre, mais ça fait tellement longtemps. Mais les femmes, au début du cinéma, pour tout ce qui était montage, jusqu'à le langage a commencé à se connaître, elles ont été clés. C'est genre clés. Donc non, les femmes ont eu et ont une importance. Elles ne veulent peut-être pas être aussi visibles que les hommes, qui ont des problèmes d'ego hein, et de représentation. Est-ce qu'une femme a envie de faire... un blockbuster à 200 patates avec des explosions de tous les côtés et des trucs comme ça, je suis pas sûr. Hein. Il y en a peut-être une ou deux, mais je pense pas qu'elle soit très branchée sur ça. Et malheureusement, c'est des trucs qui sont giga médiatisés, des trucs comme ça. Et bien sûr, ce sont les hommes qui les font. Alors après, on a l'impression qu'il y a que des hommes, mais non, il y a des femmes aussi. C'est quand même malheureux, mais c'est comme ça. C'est aussi après une affaire de mentalité. Est-ce que les femmes pourraient faire les mêmes films que les hommes? Non, bah forcément. Donc dans ce cas-là, il faudrait réorienter aussi la façon dont on fait la promotion des films. Mais après, c'est aussi des choses à modifier en profondeur dans la façon dont on fait la promotion, dont on fait aussi les demandes en tant que studio aux gens, et on a besoin d'avoir tel ou tel film, il faut l'orienter d'une façon qui soit plus inclusive et qui soit pas uniquement pour le mâle, hétéro, entre 25 et 35 ans, c'est sûr. Il faut modifier en profondeur le système. Or déjà, modifier simplement des scénarios, ça va être compliqué. Ça se prendra du temps. Le système en lui-même, ce sera plus compliqué. Donc pour moi, c'est aussi une affaire de visibilité. Hein, peut-être aussi que les femmes n'ont pas d'intérêt à faire des gros films avec des gros effets comme les hommes qui veulent faire des gros spectacles. Parce que, qu'on se le dise, des trucs comme Mulan ou Wonder Woman, c'est le studio qui sont allés chercher des réals féminins. Disney et Warner, c'est pas les réals féminines qui ont dit « Oh putain, faut trop que je fasse Wonder Woman ». Non, non, c'est le studio qui s'est dit « Bon, on va s'acheter quand même une bonne conscience, on va aller se chercher des réals féminins ou masculins. » Alors pour Mulan, on voudrait une réal asiatique. Hein, bon, finalement, ils ont trouvé plus ou moins asiatique. N'importe quoi, en plus, ridicule. Et pour Wonder Woman, ils ont pris une personne qui n'avait jamais fait de blockbuster avant, donc vraiment quelqu'un qui n'en a juste rien à foutre, mais à un moment, bon, il faut bien afficher de la joie quand on te donne un gros projet comme ça, et tu dis, oh, ça me permettra peut-être de rebondir, mais quand tu vois le film, il n'y a rien, en fait. Le film, il n'y a rien, il n'y a aucune personnalité dans le film. Le film est, on va dire, fonctionnel, il est efficacement fonctionnel. Quand on voit les scènes du 2, je crains le pire, hein. Mais le premier, il fonctionne. Mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas une patte. Enfin, c'est tellement éloigné de ce qu'elle faisait avant que il y a rien. C'est un film qui est fonctionnel. Il est tout aussi fonctionnel que les Marvel. Il a peut-être une écriture un peu plus... en tout cas, moi, qui me touche un peu plus, parce qu'il y a un contexte qui fait que il y a des perspectives qui sont intéressantes quand il s'approche justement du No Man's Land, et que... Moi, j'aime beaucoup toute cette scène d'approche du No Man's Land où elle voit des morts sans cesse, et il y a les mecs qui disent tu sors de là, t'es morte en fait. Et elle, il y va quand même. Enfin, là, tu dis ça, c'est une écriture, et la musique aide aussi énormément à la puissance du moment. Donc là, je trouvais que là, d'ici cocher des bonnes cases, en fait, c'était plutôt positif. Mais autrement, de tous ces trucs comicaux, là, de décalage, là, ça a l'air d'être le festival dans le deuxième, j'ai un peu peur. Et la scène d'action qu'on voit sur l'autoroute, ça a l'air d'être une catastrophe visuelle. Hein. Ce sont des femmes qui ne sont pas là pour l'action, quoi. L'action est random sur 20, quoi. Mais Mulan, j'ai vu des morceaux et ça me suffisait. Catastrophe. Alors, il y a Charlotte, je crois, qui dit dans le débat, là, que tu m'as transmis, qu'il y a des changements sociétaux qui sont extrêmement rapides. J'entends tout à fait ce qu'elle dit, mais dans ce cas-là, il ne faut pas se presser pour faire des films qui reflèteraient ces changements, sinon on risque
de mal gérer l'affaire. Et on mène à des espèces de films de girl power ou je sais trop quoi, qui sont relativement détestables. Dans ce cas-là, il faut que l'application d'un bon scénario par des gens qui se sont bien renseignés puisse être fait. Je n'ai pas vu, par exemple, en plein MeToo, là, où peu de temps après que ce soit terminé la grosse vague, on a eu le film là, Bombshell, Scandale. Là, pour le coup, je crois que ça a été plutôt bien reçu comme film, avec un scénario appliqué, qui est en plus dans la mouvance, qui essaye de secouer un peu le cocotier, de réagir les gens plutôt que les faire réfléchir. Moi, je dirais plutôt ça. Le film est plus là pour faire réagir, pour secouer les gens sur des manipulations qui sont à tous les strates et des pratiques qui doivent juste être bannies, qui sont intolérables. Mais ces films-là, dans d'autres sociétés, à d'autres époques, ça existait aussi. Et c'est encore une affaire de visibilité. Est-ce que tu as envie d'aller voir un film, une bonne comédie française avec pure marmaille, ou est-ce que tu as envie de voir un drame afghan sur une petite fille qui se déguise en homme pour pas être mariée avec un vieux lubrique qui a le quadruple de son âge? Bah non, bien sûr, tu vas aller voir le truc avec pure marmaille. Tu vas pas voir Osama, je crois que c'est Osama. Ça date de, je dirais, 2004-2005 peut-être 2003 même. Je l'avais vu au cinéma, ce film, quand j'ai fait une espèce on va dire d'ouverture, parce que notre prof de cinéma, c'était aussi le directeur d'un cinéma d'arrêt d'essai. Donc, on en a vu des films de bien ailleurs que la France et les États-Unis. J'ai vu des films israéliens, j'ai vu des films afghans, j'ai vu des films polonais, des films grecs, des films espagnols, portugais. J'en ai vu des trucs, hein. Et Osama, les violences faites aux femmes, bien avant tous ces trucs, les surmédiatisés par les réseaux sociaux, ça existe. Les films avec des femmes fortes, ça existe. Ils se trouvent pas facilement, il faut aller creuser, mais il y en a. Je suis sûr qu'on peut citer un film avec une femme forte de chaque année. Mais c'est juste qu'ils seront très difficiles à trouver à certains moments. Mais ils existent, hein. Ça c'est sûr et certain. Donc encore une fois, c'est... Voilà, la personne qui veut pas se chercher plus loin que devant son nez, qui après dit que oui, c'est pas exprimé au cinéma, blablabli, blablabla. Bon, à ce moment-là, on peut presque arrêter le débat, hein. Cherchez-vous votre culture, bon Dieu. Alors, la Charlotte, qui je crois aussi le nom d'un dessert, il me semble, ou d'un gâteau, dit la phrase suivante, ou le paragraphe suivant, je devrais dire. Le problème, c'est que ces histoires sont tellement ancrées en nous que faire de nouvelles histoires, c'est extrêmement difficile. Il y a forcément une inspiration de machin ou de ceci, une racine ici ou là. Donc encore une fois, il y a une origine de quelque chose qui est très ancien, qui influe sur des personnages présents. De plus, c'est quelque part exclure aussi ces minorités, de les exclure de l'adaptation de nos mythes au prétexte que non, on n'a jamais fait comme ça, on veut pas. Ces mythes font partie de nos racines sociétales que l'on partage avec les minorités. De quel droit on leur dirait non, faites vos trucs à vous pour après venir crier au communautarisme. Je ne savais pas trop comment prendre ce paragraphe. En effet, moi, par exemple, je reproche à Black Panther d'être un film typiquement pour les communautés, un film de ghetto. Alors là, oh là là, vous levez le bouclier à mort, mais vous avez totalement le droit. Pour moi, c'est juste un film qui est fait pour contenter les Noirs, pour donner, une preuve de la diversité de l'ouverture de la part du studio, mais ils en ont littéralement rien à foutre de Black Panther, étant donné qu'ils ont sorti le film même pas terminé. Hein? Alors bon, si tu voulais sortir un beau film, tu sors un film qui est terminé, pas un film qui est encore en cours de traitement d'effets spéciaux. Je crois qu'il l'avait terminé pour le Blu-ray, mais je suis pas allé vérifier. Une catastrophe. Pour finalement montrer quoi? Et là, j'en suis désolé, mais je suis totalement d'accord avec ce que disait Mathieu Kassovitz quand il parlait de Black Panther. Alors que l'Afrique est complètement crève de faim, de soif et tout ce que tu veux, avec des guerres intestines et tout ça, on a un peuple qui vit complètement en autarcie, qui est une technologie genre hors norme et qui ne fait littéralement rien pour sauver l'Afrique. Que ce ne montre pas la meilleure des communautés, hein, pour le coup. Le peuple du Wakanda est montré comme des putains d'élitistes et de gros bandes de connards, en fait.
Et à la limite, à la fin, c'est un peu, voilà, remis un peu en cause parce que, bah, à la place de la peste, on a eu le choléra, quoi. À la place d'un mec qui veut être, si je me souviens bien, ne pas montrer et présenter sa puissance technologique au reste du monde, ben à la place, ils ont eu une espèce de fou qui veut détruire tout le monde avec la technologie. Presque on apprécie d'avoir de revoir revenir le roi qui disait ouais mais au final notre technologie je crois qu'on va la garder pour nous. Donc c'est entre la peste et le choléra, qu'est-ce que vous choisissez? Rentrer en guerre avec la technologie contre tout le monde ou faire littéralement l'autruche la tête dans le sol? Donc bon, hein, au final, c'est Black Panther, c'est pas si mirobolant que ça, hein. Alors là, et en plus, alors là tu y vas, là. Toutes les vedettes plus ou moins connues du public noir, elles y passent, hein. C'est vraiment, c'est le défilé quoi. C'est le défilé. Hein. Et voilà, et j'en reviens en fait à un côté très... c'est presque méprisant en fait de faire un tel défilé. J'ai l'impression que vraiment t'as l'estrade avec tous les acteurs et les actrices noires qui défilent comme ça, devant un peuple blanc. Regardez, je suis dans le film, regardez, je suis dans le film, je suis avec des beaux costumes. Allez, au suivant, hop. Et c'est ça pendant 2 heures. Et encore, il y a des séquences d'action, elles sont même pas belles parce que les effets spéciaux sont pas terminés. Donc si c'est pour faire des films communautaristes comme celui-là, mais moi j'en veux pas en fait. Je préfère largement des choses qui sont plus naturelles en fait. À aucun moment, et je crois pas avoir vu dans beaucoup de critiques, avoir un problème avec le personnage principal de Tenet qui est noir. Non, on lui reprochait que il était, qu'il avait pas de personnalité ou qu'il y avait un défaut d'émotion. Tous les effets, tout le travail du casting pour présenter un casting international, il passe complètement crème et on ne se pose aucune question. Ah ben ça, moi j'ai envie de voir. D'avoir des films qui sont peut-être faits par des blancs, mais avec un casting qui nous semble naturel et aller naturellement. À aucun moment, même pendant toute ma phase de critique et tout ça, j'ai eu un problème avec « Oh, c'est vrai, Washington il est noir et Pattinson il est blanc. Est-ce qu'il y a un truc dans le film qui montre une espèce de... » Non, rien du tout. Mais genre zéro. Moi, cette idée, elle m'est sortie de la tête. C'est-à-dire que le casting s'est fait naturellement pour moi et j'ai eu aucun problème de blocage en fait vis-à-vis de ça. Alors qu'il y a d'autres films qui peuvent me bloquer parce que le rapport noir et blanc est mis en opposition par exemple. Ce qui est le cas de Black Panther, mais entièrement. De même que le rapport homme-femme. Dans des films, c'est fait très naturellement, on ne se pose pas la question, au-delà des trucs d'amour ou tout ça. Hein. Et dans d'autres films, il y a une collision. Peut amener justement après à des textes, du commentaire, de la critique autour de l'opposition homme-femme. Quand ce n'est pas le sujet, par rapport à Bombshell, c'était le sujet, donc forcément on en parle. Mais vis-à-vis d'autres films, c'est pas forcément le cas. Flo, tu me dis pouvoir en citer un par année, ce n'est pas non plus la panacée niveau représentativité. Si tout était normal, tu devrais pouvoir citer autant de films avec des femmes fortes que de films avec des hommes forts. Non, parce qu'il y a plus de réalisateurs hommes, donc forcément. Et puis, comme je l'avais dit, les studios ne sont pas dans une optique de faire de la parité. Donc, et même quand on voit de la parité, ça donne quoi? Star Wars, hein? Tu veux ce genre de films de parité, qui sont des films pourris et qui ne resteront jamais dans l'histoire du cinéma, mis à part pour avoir été des flops très mal écrits? C'est ce genre de choses, parce que ça, je suis sûr que il y en a plein, hein. Mais tu vois la catastrophe que sont ces films... Au revoir. Hein. Le Tomb Raider récent, parce que quand même, faut pas oublier que le Tomb Raider c'est quand même un personnage féminin créé par des hommes. Et les premiers jeux c'était vraiment genre big poitrine avec des gros triangles et tout ça, hein, jusqu'à ce que tout d'un coup la poitrine commence à baisser de plus en plus au fur et à mesure que les épisodes avançaient. Et concernant les films, on voyait clairement que les 2 premiers c'était pour... Oh non mais les digressions, alors là je crois qu'on est parti. Hein. Que les 2 premiers films Tomb Raider c'était clairement pour le public masculin, quoique, moi je tiens quand même à signaler qu'ils ont fait un petit effort pour le premier Tomb Raider, puisqu'on a quand même Daniel Craig qui à un moment un peu torse nu. Je crois que ça a dû faire plaisir un petit peu aux femmes d'avoir un joli Daniel Craig pré-James Bond. Hein. Et la deuxième version de Tomb Raider, celle-là est déjà, s'oriente déjà par rapport à la gamme des jeux vidéo de Crystal Dynamics, je crois, qui est un peu plus nuancée. Ça reste quand même un personnage féminin où on commence le film avec des hommes qui la coursent pour attraper sa queue, pour attraper son derrière, hein, avec la course en vélo. Hein. Donc on reste aussi dans les mêmes clichés, on n'en sort pas, hein, même si le personnage paraît un peu plus humain
un peu moins poupée Barbie que l'a été Angelina Jolie dans les deux premiers films. On tolère les films nuls avec des héros masculins. Faut faire pareil avec les héros féminins. Non, mais moi je tolère pas les films nuls avec les héros masculins. Donc les gens qui tolèrent les films nuls avec les héros masculins, c'est la masse médiocre dont parle Anna Génocide. Hein. On arrivera, si on part sur ce genre de choses, ben on contentera personne. Hein. C'est pour ça que pour moi c'est tellement vain en fait. Les gens ils veulent changer de monde, mais ils savent très bien que ça marchera jamais en fait. À moins que tu sortes une arme et que tu flingues tout le monde dans les prises de décision pour refaire un board complet. Ce genre de truc. C'est pour ça que moi ce genre de débat j'ai du mal à rentrer dedans parce que je sais très bien que c'est de la pure supposition. C'est juste des fois s'arracher les cheveux devant les gens pour finalement une situation qui n'évoluera jamais ou sur lesquelles on sera déjà mort avant que ça évolue en fait. Donc moi ça me fait marrer en fait. D'ailleurs, en parlant de personnages féminins ou plutôt d'icônes qui changent de sexe, est-ce que quelqu'un ici a vu ce que ça donnait Doctor Who en féminin? Parce que alors, moi je ne suis pas du tout Doctor Who, mais je crois que le Doctor Who a changé de sexe récemment, et je voudrais savoir s'il y a des gens qui suivent ce que ça donne, si c'est bien ou non, ou si c'est autrement et autrement bien peut-être. Donc s'il y a des gens qui sont plutôt connaisseurs de Doctor Who qui fassent un peu savoir ce qu'ils en pensent dans le chat, moi ça m'intéresserait de savoir un petit peu. Mais je pense, Flo, que aucune femme n'est intéressée par de créer des gros blockbusters avec des cahiers des charges comme on en a actuellement. Hein. Aucune. Et qui vient de son propre chef, hein, pas qui est dépêché par un studio, parce que ça, les studios, ils font ça pour se donner bonne confiance, mais dans l'absolu, ils auraient pu prendre un mec. Hein. Parce que moi, comme ça, là, naturellement, il m'en vient pas. Hein. Donc à un moment, si les femmes de base, je prends les femmes, hein, mais ça pourrait être les blacks pour des films blacks, ou etc., ou des handicapés pour des films handicapés, même si je souhaite bonne chance à l'handicapé de faire le film, parce que s'il peut faire un blockbuster avec un handicapé, et en plus ils en seraient capables, ces connards, ce serait impossible. Mais je pense que c'est aussi une affaire de mentalité. Les femmes, je crois pas qu'elles ont l'intérêt de faire péter les bagnoles de tous les côtés. Par contre, Michael Bay, lui, il kiffe ça. Au contraire, c'est peut-être bien aussi d'avoir d'autres sensibilités que forcément presque des décalques. Alors, à la place de filmer les fesses des femmes, on va filmer les fesses des hommes. Ah ouais, super. Si c'est pour avoir des décalques pourris comme ça, non, en fait, ça vaut pas le coup. Ou des trucs sans âme, parce que les femmes ont peut-être moins de répondants face à un studio qui va les écraser. Il faut trouver quelqu'un qui serait intéressé aussi pour des types de films qui sont pour l'instant monopolisés par les hommes. Bah parce que peut-être il y a aussi des sensibilités que les femmes ont du mal à appréhender et que les hommes, pour eux, c'est plus naturel. On dit vulgairement, mais parce que c'est un petit peu la vérité, que au départ, les hommes, ils allaient à la chasse et les femmes, elles restaient dans la caverne. Au moment, on arrive aussi à des... aujourd'hui, à des aspirations qui sont du même acabit, quoi. Il y a une marge de résistance et d'exception, mais grossièrement, on est aussi sur les mêmes acabits. On ne peut pas imaginer un monde où tout est égal. Hein. C'est impossible. Ça n'existe pas, hein, à part dans les mondes fictionnels. Hein. Mais ce serait d'ailleurs un monde très étrange. Hein. Moi, j'y crois pas. Hein. On essaye de tendre à l'être, mais là, pour l'instant, on crée plus des violences que du progrès. Hein. J'ai pris Michael Bay, Floss, parce que c'est l'exemple, excessif. Mais bon, quand tu vois les frères Rousseau, ils font bien péter les bagnoles. Bon, c'est des bagnoles virtuelles parce qu'eux, ils font tout en virtuel, mais on en revient à la même chose. Hein. La plupart des réals de chez Marvel, eux, ça les gêne pas de faire des grosses actions toutes bourrines, toutes pétées, hein, qui seront oubliables aussi. Joss Whedon aussi, là, il en a fait péter des bagnoles hein, sur ses premiers Avengers. Christopher Nolan aussi, il en a fait péter des bagnoles. Hein. Après lui, bon, il a un peu plus de tenue sur ses histoires. Enfin, il y a des histoires un peu plus ambitieuses quand même. Mais il faut que je suive un peu le chat aussi. En effet, Derso, tu as tout à fait raison, les gens s'énervent, mais ça pourrait être qu'un 007 provisoire, on ne sait pas. C'est peut-être un Lazenby bis, et après on passera sur un autre 007. Il faut pas trop s'en inquiéter. Enfin, s'en inquiéter. Faut pas trop y attacher de l'intérêt, je devrais dire. Parler de faire des adaptations de mythes, de peut-être essayer de proposer les racines... les racines mythologiques d'une autre façon pour inclure les minorités et tout ça, les archétypes,
puisqu'elle parlait justement d'un moment d'archétype qu'on pourrait changer avec Amonde, Pygmalion, tout ça. Oui, on pourrait, encore une fois, c'est une affaire de scénaristes. Si les scénaristes ne le font pas, ben, ce sera resté dans l'oubli. C'est encore une fois une affaire de création, une affaire de volonté. Là, c'est même plus il faut le faire. Bah ouais, bah fais-le. Trouve des gens qui veulent le faire. S'il y a personne qui veut le faire, bah ce sera pas fait. Et ça s'arrête là en fait. C'est une affaire de création, de volonté, de création. S'il n'y a rien qui se fait, bah oui, ça sert à rien de gueuler qu'il faut le faire. Bah, si personne ne le fait, ce sera pas fait. Point. Donc à un moment, là, les gens ils veulent refaire le monde, mais il faudrait juste voir déjà ce qu'il y a en termes de force de frappe pour changer le monde. S'il n'y a personne au scénario qui veut faire ce changement de mentalité en trouvant des grands archétypes, les transformer pour y inclure les minorités, il n'y aura rien en fait. Et il ne s'agit pas de mettre des Louis XIV en noir ou des Césars en asiate. Hein. Là, ce serait carrément pour des parodies. Hein. Genre Tarzan en asiate ou les Trois Mousquetaires noirs. Ouais, mais là, c'est des trucs où tu mets Omar Sy dedans. Tu sais très bien que c'est une comédie. Voilà, donc des choses comme ça j'évacue de base. Parce que c'est même pas pour rendre au sérieux le message d'ouverture. Hein. Là, c'est pour clairement se foutre de la gueule du mythe, quoi. C'est pour ça que je vous posais la question de Doctor Who. Parce que pour le coup, Doctor Who, c'est assez pris au sérieux par les gens, ça a du vécu, et là, tout d'un coup, on fait changer le sexe de Doctor Who. Donc moi, je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il y a des changements qui sont les bienvenus? Une mentalité? Ou est-ce que c'est la même mentalité, mais avec un acteur différent, une actrice? Moi, je me pose la question pour le Doctor Who. Mais malheureusement, c'est pas une culture que je suis, la culture de cette série, donc de cette saga. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Oui, The Last of Us Part 2, Joss Citron, oui, tout à fait, ça c'est plutôt réussi. Hein. Moi j'ai suivi plusieurs long play avec les deux personnages principaux. Moi je trouvais ça très très bien d'avoir Abby qui a une forme, des muscles, un corps qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un jeu narratif comme celui-ci. Un physique hors norme. Moi je trouvais que c'était très très bien. En plus, voilà, je crois que l'actrice qui joue Abby, elle a reçu des prix pour son interprétation. Je trouve ça très très bien. Bon après, encore une fois, c'était un coup original en termes de scénario, de couper l'histoire en deux comme ça, comme une bonne poire. Bah oui, s'ils n'arrivent pas à faire, à représenter les minorités. Les films, ils vont le faire en animation ou dans les jeux vidéo. Un autre exemple de changement de couleur, pour le coup, et qui était une réussite incroyable, mais parce que, bien sûr, il y a aussi un passé du comics, mais ça a été refusé par certaines personnes, hein, c'est Spider-Man, avec Miles Morales, qui là a donné Spider-Man Into the Spider-Verse, une immense réussite de l'année où c'est sorti. Ça, c'est giga réussi. Et il y en a qui ont littéralement refusé le changement de couleur de peau. Hein. Quelle cure de jouvence, quelle énergie, quel talent d'écriture, d'animation. Tout le film était bon. Hein. Le film est une vraie réussite. Et le changement en plus, le changement de couleur de Spider-Man est complètement accepté dès le départ, et pour encore plus te le faire accepter, on te fait miroiter en fait une succession de Spider-Man très très différents, avec des Spider-Man de tous les âges, même de toutes les formes, puisqu'on a un Spider-Man cochon. Vraiment c'est une ouverture vers la diversité, avec Spider-Man japonaise, une petite japonaise dans un énorme mecha, un Spider-Man tout vieux, enfin dans l'absolu tout vieux, parce que ça se passe dans les années 30-40 où il se bat contre des nazis. Enfin vraiment, là on a la diversité, l'ouverture vers l'autre, tu peux pas trouver mieux. Hein. Flows, on est d'accord, c'est pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, mais dans ce cas-là, on en revient à les studios, ils décident et toi tu fermes ta gueule. Donc à moins que tu viennes pour flinguer tous les connards dans les studios qui pensent, on va faire des trucs pour les garçons et tout ça, on n'en sortira jamais. Jamais. Et c'est ça le problème. Tu peux pas aller te dire je vais balancer une bombe dans le bureau des dirigeants pour tout d'un coup créer tout un sang neuf. Parce que le problème dans ce type de système, c'est que tu as le bureau des dirigeants, avec on va dire une dizaine de gars. T'en as un qui est trop vieux, il part. T'as le jeune qui a plein de bonnes idées d'ouverture et tout ça qui rentre. Et t'as les 9 autres qui vont le conditionner pour qu'il pense comme eux. Donc c'est un cercle vicieux. Il faudrait que l'intégralité
un bloc de commandement, de scénario, de ligne éditoriale, de sujets, d'intérêts qui partent d'un coup ensemble pour qu'après on ait toute une génération de jeunes qui vont décider des scénarios qui vont être produits après, qui vont tout d'un coup donner une vision neuve. Mais ça n'arrivera jamais. C'est pour ça que les choses prennent autant de temps et que peu à peu on commence à avoir des choses par l'apport du gain, parce que tout d'un coup, à MeToo, vite, il faut faire un film sur MeToo, on va faire ça, ça va être vite fait, hop, parce qu'on va se faire du fou, on va se faire de la money, voilà. Bah là, oui, bah forcément, c'est plus facile. Mais une véritable avancée de la part de tous les studios qui avancent ensemble vers quelque chose d'un peu plus inclusif, ça va prendre du temps, parce que les décisionnaires, eux, ils veulent d'abord de l'argent, ils veulent pas s'amuser. Alors, être inclusif peut rapporter de l'argent, mais alors, il faut que ce soit bien fait. Et pas d'une façon putassière. Et il y a des films qui ont tenté de faire du forcing, et des séries aussi. Alors là, les séries, je me souviens plus, mais les professionnels des séries pourront sûrement me donner des exemples. Ça le fait pas, quoi. Par exemple, il y a un exemple récemment que je l'ai vu, et je me suis jamais posé la question du genre ou de la couleur de peau. Ça veut dire que tout le truc qui a été mis en place fonctionnait parfaitement. Raised by the Wolves, avec un robot femme à tendance androgyne et un robot homme noir. Et le truc passe comme une lettre à la poste. À aucun moment je me suis posé la question, justement, quand l'inclusion se passe bien, je suppose, hein, c'est qu'on ne se pose absolument pas la question de qu'est-ce qu'il fout le noir ici. Non. Dans Raised by the Wolves, tout le casting impeccable. Et justement, ceux qui sont les plus sectaires sont tous blancs. Quasiment, je crois. Il me semble qu'ils sont tous blancs. C'est les mecs de l'Arche. Donc ça pourra peut-être... Le salut sera peut-être en série, pas forcément dans les films de gros studios. Quoique maintenant, les studios vont s'orienter par rapport à des plateformes, donc on en reviendra presque au même. On verra. Il faudra laisser le temps. Encore une fois, il faut laisser le temps. Déjà, il faut se renseigner sur des choses qui ont été faites avant et pendant et plus tard. Et c'est pas forcément les évidences. Il faut creuser un petit peu plus. Et il faudra laisser un peu de temps pour les studios pour avancer, quoi. On en revient pour la plupart des thématiques qui sont évoquées dans le débat que m'a donné Luc, c'est une affaire de temps. Hein. Je suis d'accord, Flo, il n'y a pas de souci. On souhaiterait un idéal, moi aussi je souhaiterais un idéal pour le cinéma, hein, mais on souhaite toujours voir un film qui nous semble parfait, ou voir une société qui nous semble parfaite, et c'est pour ça que je pense en partie que c'est pour ça qu'on vit, qu'on souhaite un moment touché, juste un tout petit instant, ton moment idéal ou le moment, c'est pour ça que moi je continue à voir des films, c'est qu'un moment je veux arriver à trouver un petit moment dans un film qui parle à mon âme, et il y a des moments dans certains films qui ont tout d'un coup m'ont fait cet effet là, et je pense aussi pour ça qu'on vit, c'est qu'à un moment tu veux trouver un moment dans ta vie avec lequel tu es totalement en accord, en accord. Charlotte, toujours celle-là ma parole, l'icône elle-même n'a de sens que dans un contexte et meurt si elle ne peut pas s'adapter. Moi, je dirais plutôt l'inverse. C'est qu'elle meurt si elle s'adapte. Parce qu'elle s'éloigne, en fait, de ce qu'elle est, l'icône. Moi, pour moi, ce serait plutôt l'inverse. L'icône est vivante dans un contexte précis, avec des codes précis, et elle est exaltée dans le travail avec ces codes. Tarzan, hein, clairement, moi je pense à Tarzan. Je prends une icône comme ça, c'est clair en fait. Mais dès que tu sors en fait Tarzan de son carcan et de son... on va dire de son cœur, de sa matrice, et bien là, tout le truc peut s'effondrer en fait, instantanément. Encore une fois, la belle constante et la belle variante. Il faut trouver qu'est-ce qui est constant dans le mythe, dans l'icône de Tarzan, et qu'est-ce que tu peux faire varier. Et là, il faut connaître les mythes, il faut aller se renseigner. J'ai pris Tarzan, mais ça pourrait être n'importe quoi, hein. Ça aurait pu être les Trois Mousquetaires, ça pourrait être... le mythe d'Orphée, ça aurait pu être Pygmalion, là, par exemple Pygmalion, ça c'est intéressant aussi, hein. Faut juste savoir ce que tu peux faire varier, ce que tu ne peux pas changer. Et dans ce cas-là, oui, on pourrait dire que le mythe peut s'adapter,
Mais pour moi, généralement, il y a un cœur que tu ne peux pas changer. Si tu le changes, ça n'a plus rien à voir. Par exemple, pour Tarzan, moi je dirais que il y a une constante qui doit rester, c'est l'apprentissage. Je devrais formuler le réapprentissage de la civilisation, quelle qu'elle soit. Ah bah tiens, jeu citron, en effet, Final Fantasy, les créatures d'esprit. Je souhaitais pas faire un listing des films, mais bon, Mortal Engine, par contre, c'est un peu pété quand même. Hein. Mais oui, non, mais il y a des films avec des héroïnes, hein, ça, il n'y a pas de souci. Ah bah tiens, Mortal Engine, en plus, c'est un blockbuster, donc voilà, on en a quand même, hein, mais sauf que c'est fait par un mec, donc bon, voilà. Ah, par contre, les chefs opératrices, ça, s'il y en a, elles sont bien cachées, hein. Généralement, ça, c'est un boulot d'homme, hein. Surtout que c'est aussi un boulot, alors j'en suis désolé, hein. Après, Charlotte, toujours celle-là, dit que adapter une icône est nécessaire pour qu'elle vive à travers les âges et transcende chaque catégorie de la société. Oui, mais ce n'est pas une obligation. On peut laisser un mythe ou une icône tomber, en fait, et bah, on la récupérera quand on en aura envie, hein. Ce n'est pas obligé, on peut laisser aussi des icônes mourir, hein, et on passe à autre chose, hein. C'est les vieux trucs qui ressortent là des enfers. Regardez, on va refaire une adaptation de... Non mais arrêtez, pitié. C'est inutile. Ce n'est pas primordial. Au contraire, on peut essayer de creuser en fait d'autres choses, même si on peut toujours revenir à des archétypes millénaires. Avec l'homme qui sort de la grotte pendant que les autres sont fascinés par la grotte, le mythe de la grotte, hein, le mythe de la caverne. Ça, on voit dans Matrix, par exemple. Voilà, ça c'est un bel exemple. Donc il faudrait, et c'est ça qui est compliqué, il faudrait que le personnage de la minorité soit créé par une personne de la minorité en question. Sinon, on en revient justement aux exemples cité dans la conversation, Tomb Raider qui est une icône féminine créée par des hommes, vas-y le progrès, ou Black Panther qui est créé par des blancs, hein. N'oubliez pas ça, hein. Black Panther c'est pas créé par des noirs, hein. C'est créé par des blancs pour s'assurer plus de diversité dans les années 60, hein. J'avais lu sur Wikipédia qu'ils se disaient même « Oh tiens, on va commencer à mettre plus de noirs dans les foules dans nos comics ». Donc c'est une démarche politique, c'était pas autre chose en fait, c'est parce qu'ils voyaient quelque chose changer, donc ils se sont dit ah bah tiens on va profiter du moment, comme ça on va vendre davantage de magazines et de bandes dessinées, et hop on va faire un petit héros noir. D'ailleurs ça devait avant s'appeler Black Leopard parce que Black Panther c'était... Ils voulaient pas créer de confusion avec le mouvement, enfin c'était une période un petit peu compliquée pour le héros. Quelle différence au scénario cela apporte-t-il de changer le sexe de personnage? Parce qu'il semblerait que le débat t'a mis un doute. Bon, le doute il est clair, hein, tu peux pas filmer un homme comme une femme, hein. Le rapport entre les personnages, il peut pas se faire... tu peux pas d'un coup changer ton personnage... tu peux pas transformer un scénario en juste changeant les sexes, ça marchera jamais, hein. Pas en l'état. Dans le rapport des personnages également. Même dans les scènes d'action. Tu vois, toi, une femme soulever une camionnette dans Predator comme le fait Arnold Schwarzenegger? Ou une femme arriver dans la rue et dire « La loi, c'est moi et l'ordre !» Mis à part dans des comédies de famille où elle arrive dans le couloir, où t'as les enfants qui se chamaillent et elle dit « La loi, c'est moi et l'ordre !» À la limite, là, oui. Ah, c'est terrible ce que je dis, mais c'est ça. Tu verrais quelque chose qui te semble crédible d'avoir une femme qui arrive au milieu des tirs et qui dit « La loi, c'est moi et l'ordre !» Ça marchera jamais, les gens pouffont de rire. À moins que la femme fasse 2 mètres, elle a les épaules larges titanesques, que c'est carrément une montagne de muscles avec une genre Zarya dans Overwatch, quoi. Ouais, Princesse Xena, mais c'est fait par des hommes, ça, et comme il faut, hein. Alors là, il n'y avait pas de souci, hein. Encore une fois, là, Xena guerrière, c'est bien joli, mais on va regarder Xena pour certaines choses aussi, hein. C'était pour se rincer l'œil, hein, faut pas se leurrer, hein. Les trucs d'agents secrets qui se veulent Bing Bang Bang, Anna de Luc Besson. Une catastrophe ce film. Cliché au possible, encore une fois. La nana super sexy parce que c'est un homme qui la filme. Red Sparrow était plus intéressant pour le rapport d'agent secret. Alors c'était beaucoup plus, je trouve... Enfin non, j'allais dire c'était tout aussi sexy. Mais le rapport était plus crédible. Même si c'est toujours mis en valeur à fond des femmes.
par les hommes, mais le rapport était beaucoup plus crédible que là où ça frisait la bande dessinée, hein, Anna. Ah, mais on n'a pas pu se faire notre rendez-vous galant, bah on va baiser. Ok, d'accord. Et je crois que c'est littéralement ce qu'elle dit. Waouh, pitié. Ah oui, mais Ghostbusters, c'était sans intérêt. Tu verrais la sœur de Jack Sparrow, Jacqueline Sparrow. Tu verrais un Jack Sparrow féminin comme ça. Et encore, je trouve que Pirates des Caraïbes, ils s'en sont bien sortis parce que ils ont un bon personnage féminin qui évolue et qui devient une chef pirate à la fin. Jacqueline Sparrow. Jackie Sparrow, oui, Jackie. Après, c'est bien joli cette histoire de changer les personnages mythologiques. Mais est-ce que ça intéresse les femmes scénaristes de le faire? Bon, on n'a pas l'impression. Hein. Sinon, on aurait déjà eu des choses qui pop. Hein. Ou ça peut-être déjà existé, mais c'est pas médiatisé. Après, vous savez, il y a d'autres paramètres aussi qui sont à prendre en compte. Hein. La religion aux États-Unis. Hein. Oh là là, la femme qui tout d'un coup prend les devants dans la cellule familiale. Oh là là, ça se fait pas. Vous savez, et ça pour tout. Hein. Là-bas, la religion a une beaucoup plus d'importance qu'ici en France. Donc, dans des choix de décision, les studios doivent aussi compter sur les familles catholiques et tout ça. Et la forte empreinte religieuse, même sud-américains, sont quand même assez portés là-dessus. Donc, forcément, ça freine aussi des ouvertures vers les représentations d'homosexuels, représentations de transgenres. On a des petits morceaux dans des films. Moi, je pense à l'inquisitrice là dans le dernier John Wick. Je trouvais que c'était bien pour le coup, mais ce n'est que des personnages secondaires. Dans des films spécifiques, c'est compliqué de leur donner du grain à moudre sur des films de grande ampleur. Moi, j'imaginais, je vous avais déjà parlé de ce film, hein, de ce film adapté de Master of Magic. Moi, j'imaginais justement un personnage qui est justement un être créé artificiellement, qui a été créé de toutes pièces, qui est justement androgyne, qui a un espèce de mix entre homme et femme, mais dont le corps n'est pas représenté par des marques d'homme ou de femme en fait, mais c'est un corps qui est surpuissant mais qui n'est pas musclé parce que c'est un corps magique, donc forcément on n'a pas besoin de représenter des muscles ou quoi que ce soit d'autre en fait, donc c'est un corps qui est littéralement inhumain. C'est un corps humanoïde, mais c'est un corps qui ne représente pas une physicalité d'un homme ou d'une femme en particulier. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé le personnage de Mother dans Raised by the Wolves. Elle a très très peu d'atouts féminins qui sont mis en valeur en fait. Et aussi, la série ne la met pas du tout, ne la sexualise pas du tout. Et si c'est fait, alors moi je n'étais pas du tout sensible à ça. Il n'y a pas des plans sur les... Par exemple, cet après-midi, j'ai revu la scène de l'opéra dans Mission Impossible Rogue Nation. Et là-dedans, tu as un moment, un plan, où tu as l'actrice, là, qui va viser le mec du consulat, là, ou du gouverneur, je sais trop quoi, là, à l'opéra. Et tu as un plan où elle lève la jambe, mais en mode « Attention, je suis une femme sexy ». Là, c'est vraiment le plan sexy, alors sûrement repris en bande-annonce et tout ça. Tu vois clairement que c'est pour rendre désirable la femme. En plus, voilà, elle a le flingue, l'espèce de flingue tuba, trompette, je sais plus trop quoi, là, qu'elle est en train de charger. Donc là, c'est bien sûr le flingue qui est aussi, voilà, bien sûr, sexe masculin, bien sûr. Bon, tout ça, c'est plutôt évident. Visuellement, on le voit quand même. Et c'est le plan qui est là pour sexualiser à mort, alors que quand je vois Raised by the Wolf, en plus elle est en tenue moulante, l'actrice, pendant tout le film. Il y a un moment de la sexualiser, ils le font pas vraiment. Il y a une scène où elle a un rapport sexuel, bon là c'était en plus dans une simulation, donc là bon ok, là forcément il y a quelques morceaux de chair, mais autrement il n'y a rien du tout de tout ça, et moi je suis très content que ce soit comme ça, que ce genre de questions soit mis de côté. Que ce soit par Ridley Scott quand il a fait les 2 premiers épisodes, ou le reste des réalisateurs. Je trouve que Ridley Scott, il a bien tenu la série jusqu'au bout. Et même, je trouve, pour l'inclusion des minorités, c'est le festival avec les enfants qui sont avec Mother et Father. Non, série très très bien.
De la chanson, les femmes ont le lead maintenant. Alors moi, la chanson, je suis absolument pas. Si tu le dis, je sais pas du tout ce qui se fait. Donc, et vu de ce que les 2-3 petits morceaux que j'écoute en passant, oh, ça me dit pas du tout d'écouter. Hein. Ça me dit pas du tout de me renseigner. Après, encore une fois, comme j'en parlais rapidement, là, on parle aussi de façon de filmer. Là, je vous ai parlé rapidement de comment on pouvait filmer les femmes, ou ben, bon, les hommes, c'est plutôt évident. Hein. Tu ne pourrais pas... Alors maintenant, j'ai un contre-exemple sur ce que j'allais m'apprêter à dire. C'est-à-dire, tu peux pas filmer un corps d'un homme comme le corps d'une femme. Mais là, je pense à... justement, quand tu parlais, Arthur de Riefenstahl, au corps sportif, où là, tu peux filmer de la même façon. Les corps des hommes et les corps des femmes. Mais parce que là, on ne se focalise pas sur rendre sexy quelqu'un, on se focalise sur le muscle et l'effort sportif. Donc là, il y a un regard professionnel en fait qui va au-delà de oh là là, elle est jolie, connerie. Quand tu vois le nombre de plans de fesses sur tous ces sportifs, les beach volley, les sauts en longueur, les sauts en hauteur, les sauts à la perche, là, tout ça. Alors sur les mecs, des plans de face, sur les nanas, que des plans de derrière, que des plans de cul. Alors me dites pas comment je suis tombé sur ça. Non mais à un moment, tu regardes la première des vidéos, et après t'as que des suggestions de ces vidéos-là. C'est consternant. On parle de cinéma américain là, mais il y a plein de cinémas à découvrir du monde entier. Il faut se donner les moyens, hein, mais c'est possible. Il faut essayer de se remonter les manches et de plonger dans le gras, parce que sinon on n'y arrivera jamais. J'entends par là se prendre du temps pour voir un peu les classiques de tel ou tel pays, de se forger un cinéma un peu d'antan, dans sa culture, pour être aussi peut-être plus exigeant vis-à-vis du futur, vis-à-vis des films qui vont arriver dans nos salles, des technologies qui sont employées aussi. Je veux dire, encore une fois, moi je prends cet exemple-là, mais mon neveu, il regarde, quasiment le premier film qu'il regarde, c'est Cars. Alors forcément, il regarde Cars, très bien, mais est-ce qu'il va autant accepter, après avoir que Cars est bien macéré dans son cerveau, est-ce qu'il sera capable d'apprécier et d'autant aimer Cars que Pinocchio, que Alice au Pays des Merveilles, même sans aller aussi loin, hein, Rox et Rookie, La Petite Sirène, Basile, tout ça, alors que c'est survitaminé et très très bien fait encore aujourd'hui, hein, Cars. Le problème, c'est que voilà, les gens sont biberonnés à un cinéma complètement dégénéré et ne veulent peut-être plus voir cette forme pure, beaucoup plus simple du cinéma, et ça peut poser un problème dans le dialogue avec des générations qui sont plus âgées, ou simplement des gens qui ont fait l'effort de ne pas commencer avec les trucs de bourrin. Je parle pour les générations de maintenant, hein, et qui ont commencé avec des films plus honnêtes, pourrait-on dire. Il y a une honnêteté à l'écran, parce que ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qui a été tourné, et vis-à-vis des films qui sont de plus en plus faux, parce qu'il y a de moins en moins de trucs réels dans l'écran. Il y a l'acteur, à la limite, et encore, t'es pas sûr qu'il soit à l'image. Ce rapport à un public, moi, je le trouve de plus en plus difficile. Les gens sont de plus en plus bêtes. Et concernant la culture, c'est pas facile de se frayer un chemin, de se faire entendre. Et encore, moi, je suis de loin pas le plus hardcore. Moi, il y a beaucoup de filmographies qui m'intéressent pas, que je pourrais regarder sans dégoût, mais qui ne m'intéressent pas. Les Jim Jarmusch, Tarantino, David Lynch, Cassavetes, La Nouvelle Vague, cinéma italien, sud-américain, africain, grec, turc, tout ça, c'est pas des trucs sur lesquels je vais sauter dessus, quoi. Et du coup, ça me rend aussi pauvre intellectuellement vis-à-vis de gens qui ont une connaissance encore supérieure. Donc on est toujours le tocard de quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, en termes culturels. Donc on trouve toujours plus élite que soi.
La question, c'est est-ce que l'élite va accepter d'aider la personne qui est en manque de culture en disant, bah, écoute, moi le cinéma italien, je connais trop bien, moi je peux te dire, tu commences à regarder ce film, pour te donner des portes d'entrée. Et après, on va plus loin si t'as aimé. Et si t'as pas aimé celui-là et puis un autre, celui que t'as bien aimé, on va peut-être aller dans cette direction-là, donc moi je te propose ça, tu peux peut-être les trouver sur ce site-là et tout ça, parce qu'après, là, les films que je vous ai évoqués, bon, encore Jim Jarmusch, David Lynch, bon, ça va, on peut les trouver. Mais cinéma turc, vous les trouvez où en fait, les films? Ah bah voilà, vous pouvez pas les trouver. Il faut les trouver en salle, il faut essayer d'aller sur des sites un peu compliqués avec des pop-up porno, vous savez, sur les côtés, mais parce qu'ils ont le lien qui te permettrait d'avoir le film et après il faut trouver les sous-titres. Ah, encore plus compliqué. Donc ça devient très vite casse-noisette et du coup il y a des cinémas qui disparaissent parce que Internet ne nous met pas vraiment en avant les offres illégales. J'entends par là les offres illégales, je sais pas à quoi ça ressemble, mais les offres illégales, c'est pas facile de trouver des filmographies entières dans son langage. Si on connaît très bien l'anglais, je pense qu'on peut à peu près tout trouver. Ça prendra juste du temps. Mais en français, avec les sous-titres français, oulala, faut se lever tôt. Mais je reviens sur ça parce que j'avais vu des critiques disséminées dans différentes interviews, les interviews du gardien du cinéma et les interviews de querelles qui sont... Mulan Drag, je suis tout à fait d'accord avec toi, une histoire vraie, c'est une très bonne porte d'entrée. Je l'ai vu, une histoire vraie. Il y a un moment, j'ai beaucoup aimé et en effet c'est tout à fait acceptable. Je pense que je donnerais aussi comme porte d'entrée à Lynch Elephant Man. Je trouve qu'il y a un classicisme propre dans le film qui te fait tout à fait accepter ce qui s'y passe et c'est une belle histoire. YouTube va mettre des pubs sur toutes les vidéos, même celles qui ne sont pas partenaires, donc si tu es partenaire au moins tu pourras choisir où sont les pubs et puis tes vidéos seront en recommandation. Ouais mais j'ai pas envie de jouer ce jeu là et tout ça, moi je laisse des trucs courir tout seul, j'ai pas de temps à perdre à m'occuper de ce genre de business plan, ça me fait vomir ça. C'est plus m'en occuper qui me fait vomir, j'ai autre chose à foutre que m'occuper de la recommandation de mes vidéos quoi. C'est déjà compliqué d'en faire, de tenir sur le temps hein. Il y a plein de gens qui ont arrêté hein. Ils ont fait ça pendant 4-5 ans, ils ont arrêté. Moi je suis là depuis 2011. 2011 les gars, ça fait un moment hein. T'es avant tous les autres hein. Là les mecs là, Durandal, In the Panda, Fossoyeur ou je sais pas quoi hein. Donc là moi le rythme il va tout tranquillement et j'ai encore beaucoup de choses à proposer. C'est juste que tous les trucs avancent en même temps et du coup ils avancent tout lentement mais tous en même temps. J'ai pas encore envie de rencontrer l'algorithme YouTube qui va m'expliquer comment je dois mettre mes vidéos en forme. Ouais, mais moi c'est l'idée que je me dis, Luc. Je serai le Highlander français. Tout le monde sera mort et moi je serai encore là en mode coucou. Finalement, il ne peut en rester qu'un. Et c'est celui qui sera le moins brûlé les ailes, qui aura fait des petites choses longuement mais sûrement. Faut pas brûler trop fort. Parce qu'après tu t'arrêtes très vite. Et il y en a qui ont commencé sur YouTube et après qui vont s'exporter ailleurs. Et tant mieux parce que ça devenait craignos en fait. Bon, ils vont être craignos ailleurs. Hein. C'est pas grave. On sera là pour leur rappeler qu'ils étaient craignos. Je pense à In the Panda là. Hein. Parce que le mec il veut écrire des scénarios et tout ça. Quand tu vois la gueule de ce qu'il a à dire dans les courts-métrages, il n'y a rien en fait. Il n'a rien à dire. Et s'il a des choses à dire, ça a déjà été dit à un autre moment. Donc moi j'ai hâte de voir l'idée de son long métrage. Parce que là, moi ce que je vois, et ce que j'entends avec l'employé là sur, je sais plus quelle plateforme, Deezer ou SoundCloud ou Spotify, je sais plus. Au secours, hein. Au secours. Donc bon, tout ça, ça va, ça vient, hein. J'ai l'orgueil de me dire que je pourrais être Highlander, mais Durandal, il semble pas arrêter pour si peu. Hein. Je pense que lui, il va être là très longtemps. À un moment, il va tourner en rond. Hein. Il va péter un câble hein, dans son appartement. Mais je pense qu'il faut qu'il s'ouvre aux autres, hein, le Dudu. S'il veut que ses critiques soient plus fortes, et pas qu'il se repose sur ses acquis qui vont en s'affaiblissant, en fait, il faut qu'il
qu'il faut qu'il soit avec d'autres personnes quand il parle, pour avoir du répondant, parce que sinon c'est voué à l'échec. Hein. Et ça je le dis depuis des années. Mais c'est pour ça que pour moi ces critiques sont un peu ringardes. Il y a des fois où il se met pas en danger, mais du coup la vidéo, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire qu'il ne dit rien dans la vidéo, à part des évidences. Et il y a d'autres fois où il est tellement... c'est gênant en fait. T'as eu du trafic quand tu avais osé lever la main sur Karim Debache? Oui, j'ai eu du trafic, oui ça c'est sûr. Mais je pense que j'ai eu aussi du trafic dans le mauvais sens. Hein. C'est les vidéos sur les films pornographiques. Hein. Oui, mais parce qu'aussi, encore une fois, les gens sont pas éduqués, les gens sont teubés, les gens veulent du sexe parce que les gens sont frustrés. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont regarder du cul, ils pensent qu'ils vont en voir sur YouTube. Alors, ils cliquent sur ma vidéo, en pensant, justement, parce qu'ils connaissent l'affiche, parce qu'ils cherchaient ces genres de films, ils pensent qu'ils vont voir des scènes de cul, il y en a pas. Et voilà. C'est pour ça que t'as peu de commentaires, et très peu de pouces rouges ou de pouces verts, mais que t'as 1 400 000 vues. Oui, parce que les gens sont bêtes. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents, même si c'est... Et je t'ai vu Lucie, hein, comme ça un petit salut, après on dit plus rien. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents, notamment pour ce sujet, voilà, autour des minorités, de l'ouverture, qui est pas un sujet où j'ai l'habitude de... parce que c'est un peu politique finalement, j'ai pas l'habitude de traiter vraiment ça, c'est pour ça que j'étais un peu désarmé aussi vis-à-vis de propos voilà, tenus et de comment je devais potentiellement m'adresser, avec quels mots et les argumentaires, mais c'était intéressant hein, pour le coup. Je te remercie du coup Luc, je vous remercie d'avoir été présent. Et comme les autres fois, il va y avoir encore quelques lives. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, réservez-les pour la prochaine fois. Hein, pensez-y. Je vous remercie d'être venu et d'avoir un petit peu discuté, d'avoir rendu le chat vivant. Et je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, un bon jour du Seigneur, un bon dimanche. À bientôt pour de nouvelles aventures.